Alors, comme l'ont dit mes collègues au préalable, effectivement, il va falloir qu'on revienne. Donc, Madame la sénatrice, merci de cette invitation et merci de les futures invitations que vous allez nous faire. Chez vous. Merci beaucoup. Merci aux éclaireurs du numérique parce que c'est un sujet qui m'anime depuis un moment. Un mot d'abord sur cette salle René Monory qui, paraît-il, a été le premier à équiper les écoles primaires, maternelles et collèges dans la Vienne dans les années 90 d'équipements informatiques, 1 pour 10 élèves. C'est rare. Et donc, ça me permet de vous dire que je suis ici en tant qu'avocate et docteur en droit et j'ai fait ma thèse sur le partage des données de santé à l'ère du numérique, mais en tant que vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg et conseillère municipale en charge du plan numérique des écoles, je mesure le travail qui a été fait à l'époque. On en est encore loin aujourd'hui. Alors, je vous le disais, moi je suis devenue avocate, mais parce que je crois que c'est ma carrière universitaire qui ne m'a pas permise d'aller au bout de mes recherches doctorales sur cette tension permanente dans le numérique entre finalement la préservation des intérêts collectifs et la protection de la vie privée. Je crois que le numérique, ça n'est que ça en réalité. Et alors, on en a parlé un peu tout à l'heure pour se dire le numérique finalement c'est neutre. La technologie peut-être, mais les choix de technologie ne sont pas neutres. Et c'est pourquoi le numérique est éminemment politique. Et cette affaire Telegram, elle illustre bien cette tension permanente entre l'État qui veut tout connaître, l'individu qui veut tout protéger, ou, si on est un peu plus dans une optique sécuritaire, l'État qui doit savoir et l'individu qui veut cacher. Bon, vous voyez, tout est une question de termes. Moi, ma conception, c'est qu'un État ne doit pas empêcher les citoyens de protéger leur vie privée parce que l'État doit être suffisamment fort pour permettre cette protection de la vie privée sans perdre en sécurité pour les personnes. Et c'est là le principe de droit à la sûreté. Parce que le droit à la sûreté, qu'on confond souvent avec le droit à la sécurité, le droit à la sûreté, c'est le droit d'être protégé de l'arbitraire de l'État. Et c'est pourquoi je pense que l'outil cryptographique, c'est un droit, c'est un outil de sûreté, parce que la cryptographie assure le respect de la vie privée dans un état de droit. Alors, évidemment, ça ne signifie pas que tout décryptage est synonyme de violation de liberté fondamentale. Chaque liberté connaît ses limites. Aucune liberté n'est absolue, sinon on retourne à l'état de nature, on n'est plus dans un contrat social. Mais ces limites, elles sont posées, elles sont votées par nos représentants en France. Et finalement, dans l'affaire qui nous occupe, les limites aux libertés, elles sont dans le code de procédure pénale. C'est-à-dire que c'est prévisible, c'est prévu, c'est voté. On sait ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, là où on a une complexité, c'est qu'on a un double mouvement en France et en Europe. Je pense qu'il faut défendre le droit au chiffrement dans notre pays où on s'achemine tout doucement vers quasiment une crypto-war, quoi. C'est une guerre contre la possibilité de protéger sa vie privée qui transparaît dans les textes français. Dans le même temps, les textes européens sont protecteurs des personnes. Et on aurait pu imaginer qu'au fur et à mesure, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme tire vers le haut, en fait, la France dans cette perception. Mais on verra que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc je vais d'abord vous parler de cette criminalisation des outils cryptographiques spécifiquement en France, avant de voir comment est-ce qu'on peut envisager le droit européen. C'est un petit peu pour ça que je suis là aussi, puisque Strasbourg est évidemment la capitale de l'Europe, n'est-ce pas ? Alors... Vous la connaissez, cette histoire du chiffrement, elle a déjà été un peu décrite tout à l'heure. Globalement, on a un tournant dans les années 2010 avec cette possibilité d'avoir de cette surveillance numérique de masse, et puis surtout le tournant triste dans les années 2015-2016, le terrorisme. Et donc, c'était un terroriste islamiste. Les gouvernements, à ce moment-là, relancent leur opposition au chiffrement. Il y a énormément de discours sur la criminalisation de l'utilisation des outils crypto parce que c'est censé faciliter les activités illégales. Donc c'est le postulat de base. Dans tous les discours politiques, c'est le postulat de base. Si vous protégez la vie privée, c'est que vous avez quelque chose à cacher et a priori être un terroriste en puissance. Et on l'a admis. On a admis au fur et à mesure que la sécurité était synonyme de perte de vie privée.
c'est quelque chose à bas bruit, et même s'il n'y a pas de preuves là-dessus, c'est un peu comme la vidéosurveillance, si vous voulez. Toutes les études démontrent un impact faible en matière de sécurité des personnes. Pour autant, le discours dominant, c'est qu'il y a évidemment un lien. Donc c'est un impensé qu'on ne remet pas en cause, et le chiffrement relève de cette manière de faire également. Alors, en France, on a eu la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a posé en 2004 que l'utilisation de moyens de chiffrement était une circonstance aggravante en cas de commission d'infraction. 132-79 du Code pénal. C'était déjà un premier élément. La situation a atteint quand même un tournant inquiétant avec ce qu'on appelle l'affaire du 8 décembre, donc 2020. Appelé ainsi en raison de l'interpellation ce jour-là du 8 décembre par la DGSI de personnes qui étaient rattachées à la mouvance dite d'ultra-gauche, dont certains avaient combattu aux côtés des Kurdes en Syrie. Et donc là, on était sur un terrorisme, mais qui n'était plus un terrorisme islamiste. Là, on était sur l'ultra-gauche. Et donc dans ce dossier, l'association de malfaiteurs était doublée du refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Donc oui, ce sont des gens qui ont refusé de communiquer leur code de téléphone et de messagerie et qui revendiquaient devant le juge d'instruction le droit au respect de leur vie privée. Alors, il y a une enquête préliminaire qui a établi qu'ils utilisaient tous des systèmes légaux, c'est-à-dire protocole Tor, messagerie WhatsApp, Signal, ProtonMail, mais ils avaient refusé de donner le code du téléphone. Et pour la première fois, l'usage du chiffrement a été utilisé comme une preuve en soi contre les individus. C'est-à-dire que ça a été retenu pour devenir synonyme de culpabilité. Et ensuite, le législateur a été un petit peu plus précis sur le fait que refuser de communiquer aux autorités judiciaires les clés de déchiffrement, ça relevait donc de l'article 434-15-2 du Code pénal depuis 2001, mais en plus, suite à un arrêt de Cour de cassation de 2022, on a intégré que le code de déverrouillage de l'écran du téléphone relevait également d'un processus de déchiffrement et que donc ne pas donner son code de déverrouillage, c'était passible du même chef d'infraction. Alors, on le rappelle quand même, moi le conseil, quand vous serez en garde à vue, ça peut arriver à tout le monde. Non, il faut une réquisition en fait. Pour donner son code, il faut une réquisition. Bref, alors, donc on voit bien que cette approche, elle présente un danger parce que la protection de la vie privée, au fur et à mesure des années, on accepte qu'elle soit assimilée à un comportement suspect. Dans l'affaire qui nous occupe, donc dans cette enquête du ROF, tout à l'heure on a parlé un petit peu du DSA. Finalement, le DSA c'est des mesures administratives, et puis personne ne sera interpellé sur le Digital Services Act. Et on en a un petit peu parlé. Donc je mets ça de côté parce que l'enquête française véritablement, on a le communiqué de presse du parquet, et on voit bien que le DSA a jamais été dans l'affaire. En revanche, l'enquête a pris appui sur le nouvel article 323-3-2 du Code pénal qui est introduit par la LOPMI du 24 janvier 2023. Et c'est cet article-là qui incrimine le fait pour les fournisseurs de plateformes de permettre sciemment la cession de produits, de contenus, de services dont la cession, l'offre, l'acquisition ou la détention sont manifestement illicites. Donc c'est un article très récent, en fait, qui a permis de supporter cette enquête. Après, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a un certain nombre de chefs de complicité où c'est un petit peu fou quand même d'imaginer qu'on arrive à tirer si loin qu'on imagine qu'une plateforme, un réseau, qu'importe, soit coupable du chef de complicité sur les infractions qu'elle héberge. En revanche, le processus assez ancien, c'est de se dire il n'y a pas une sécurisation, il n'y a pas une diligence suffisante, et donc il y a un défaut de diligence, un défaut de sécurisation, un défaut de surveillance, mais pas une complicité en fait. Alors, ce qui est intéressant par rapport à Telegram, c'est qu'il y a déjà un arrêt, et j'en viens à la partie européenne, il y a déjà un arrêt, c'est l'arrêt Podchasov du 13 février 2024, qui est relatif à Telegram et qui nous apporte des enseignements précis sur la manière dont les textes européens ont été utilisés pour ce droit au chiffrement dans une société démocratique, c'est-à-dire dans une société dans laquelle l'état de droit est respecté. Là encore, il faudra probablement une prochaine conférence sur ce thème. Alors, dans cette seconde partie sur le chiffrement, j'ai envie de dire que c'est quasiment un ex-futur droit fondamental. Bon.
Alors, est-ce que le droit au chiffrement est un droit fondamental? Aujourd'hui, non, clairement. Pour rappel, dans l'Union européenne, les droits fondamentaux, ils sont inscrits dans 3 documents. Ces 3 documents, ils sont tous âgés de bien plus de 25 ans. Donc, en 1950, la Convention européenne des droits de l'homme. En 1986, les libertés fondamentales de l'Union européenne. Et enfin, en 2000, la Charte des droits fondamentaux. Le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, dont le siège est évidemment à Strasbourg, capitale de l'Europe. Et donc la CEDH applique cette Convention européenne des droits de l'homme et donc permet à tous les citoyens et citoyennes d'aller au bout de leurs recours. Et lorsqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours, ils arrivent devant la CEDH. Alors, le droit à la protection des données à caractère personnel est considéré comme découlant, vous l'avez dit tout à l'heure, en filigrane, du droit fondamental au respect de la vie privée. Le Conseil d'État l'a reconnu en 2016, donc ce n'est pas un droit fondamental en soi, ça découle de la vie privée. L'UE ne reconnaît pas l'accès à Internet comme un droit fondamental, là encore ça pourrait se discuter, mais il est convenu qu'il découle du droit à la liberté d'expression, parce que dans une société de l'information, si on n'a pas Internet, on ne peut pas s'exprimer. Les droits consacrés par la Charte, qui sont assez proches du chiffrement, c'est globalement l'article 7, le droit au respect de la vie privée et familiale, et l'article 8, les protections des données personnelles, dont le secret des correspondances. Et c'est bien sur ces articles 7 et 8 qui sont au visa de l'arrêt Podchasov du 13 février 2024. L'arrêt Podchasov, Anton Podchasov, ressortissant russe, usager de Telegram, mais contrairement à ce qui a été précisé tout à l'heure, lui avait fait appel à ce chiffrement, ce secret chat dont a parlé Dominique Bleu. Donc il avait pris cette fonction et dans les CGU de Telegram, il est précisé que seul vous et le destinataire pouvez lire ces messages, personne d'autre ne peut les déchiffrer, y compris nous chez Telegram. C'était écrit dans les CGU, c'était donc un vrai chiffrement de bout en bout. Évidemment, il avait des activités qualifié de terroriste. Lui répond que c'était un militant des droits de l'homme. Enfin, certains pays, ça se confond assez facilement. Et donc, Telegram a été sommé de donner le moyen de déchiffrer les conversations d'Anton Podchasov. Telegram a répondu, mais si on vous donne la clé pour déchiffrer, eh bien, ce sont toutes les communications des usagers Telegram en Russie qui sont compromises. On ne peut pas faire ça. Ils ont été condamnés au fur et à mesure et ils sont arrivés devant la Cour européenne des droits de l'homme qui nous dit la surveillance est possible, mais si elle est prévue par une loi de qualité. Alors j'ai entendu que la Cour européenne des droits de l'homme avait consacré le droit au chiffrement dans une société démocratique. Ce n'est pas complètement le cas, parce que la Cour a précisé qu'il est légitime pour un État de mettre en œuvre des moyens de lutte contre le terrorisme, le trafic de stupes, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle des enfants. Mais la Cour dispose aussi que la surveillance secrète est une ingérence dans la vie privée qui est forte, de telle sorte qu'une possibilité de déchiffrement massif de communication n'est licite que si cela est strictement nécessaire et prévu par une loi claire et précise. Autrement dit, ce que la Cour européenne des droits de l'homme nous dit, c'est que la surveillance de masse, le filet de pêche et le déchiffrement complet pour se permettre de scanner toutes les conversations, c'est-à-dire exactement ce que prévoit Chat Control, c'est contraire à une société démocratique et au secret des correspondances. En revanche, ouvrir des enquêtes contre des personnes qui sont soupçonnées, avoir de bonnes raisons de penser qu'ils sont en train de commettre des actes gravissimes, terrorisme, stupes, traite d'enfants, etc., là, oui, bien évidemment, si vous avez dans un pays une loi qui est de qualité, c'est-à-dire qui est suffisamment claire et précise sur la manière dont on va intercepter les communications, c'est bon. Donc, le droit au chiffrement, le droit au respect de la vie privée, connaît pour limite les cas où une loi aura prévu que vous tombez dans une situation où il y aura une enquête. Et à ce moment-là, il y aura une interception de vos communications et vous ne le saurez pas parce que c'est un juge des libertés et de la détention qui l'aura prévu. Donc tout ça est prévu. Ça s'appelle le Code de procédure pénale. Sauf que systématiquement, le Code de procédure pénale étant la somme des lois votées par les parlementaires, au fur et à mesure, vous avez des possibilités d'aller toujours plus loin sur les limitations de la vie privée, parce que le législateur a intégré que plus vous avez une vie privée qui est riche, plus vous souhaitez la protéger, plus l'État risque d'en pâtir. Bon. Donc c'est cette impensée-là qui est à l'origine d'un bon nombre de lois, notamment celle de Chat Control, puisqu'il n'y a pas de raison. Chat Control est donc
une réglementation à l'étude au niveau européen. Je vous rappelle que nos eurodéputés sont également celles et ceux qui font la politique dans les États membres. Donc, si vous avez une manière de voir les choses dans un État membre, vous la retrouvez au Parlement européen. Bon, donc, à suivre pour Chat Control. En conclusion, on ne peut pas conclure, au regard de cet arrêt Podchasov, mais qui est intéressant, puisqu'il parle de Telegram, et on voit bien que c'est au cœur de notre sujet du jour, on ne peut pas conclure que les portes dérobées dans le chiffrement sont incompatibles avec une société démocratique. Ce n'est pas ce qui est dit par la CEDH. Mais les juges de Strasbourg ne condamnent pas en bloc les techniques de surveillance qui reposent sur le déchiffrement. Ce qu'ils vous disent, c'est que ça doit être précis et prévu par la loi et encadré. Donc ça ne peut pas être un déchiffrement de toutes les conversations. En réalité, le véritable problème, parce qu'on parle souvent quand même des conséquences dramatiques pour la traite des êtres humains, pour l'exploitation sexuelle des enfants qui est permise, notamment par certaines plateformes, c'est le problème d'investissement dans le secteur police et justice. Les budgets en France relatifs au pouvoir d'enquête et à la justice, en réalité, ce n'est pas admissible. Il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis pour pouvoir avoir des enquêtes de qualité, ce qui fait qu'on se dit, en passant par une surveillance de masse, on fera des économies et ce sera beaucoup plus efficace. Non seulement ce ne sera pas plus efficace, mais en plus on va en perdre en qualité de vie, on va perdre sur notre vie privée, mais là encore, on préfère souvent un filet dérivant sur toutes nos conversations. J'entends souvent qu'il faut avoir les mêmes règles dans la vie en ligne et dans la vraie vie. Qui accepterait ici de donner les clés de sa maison, de son appartement, aux forces de l'ordre pour la bonne cause? Personne ne ferait ça. Parce que si on entre chez vous, c'est sur réquisition. Et il y a une procédure judiciaire, il y a le code de procédure pénale qui le prévoit. Donc pourquoi est-ce qu'on donnerait nos clés, en fait, aux forces de l'ordre? Et pourtant, je rappelle que la plupart des viols et des viols sur enfants se commettent dans les maisons et les appartements, dans le cadre familial. Donc pourquoi est-ce qu'on accepterait de livrer nos clés de chiffrement, notre protection de la vie privée, au nom d'un principe dont l'efficacité n'est pas démontrée? Je pense qu'on peut continuer à rattacher le droit au chiffrement aux articles de la CEDH, articles 7 et 8, mais est-ce qu'on n'en ferait pas un droit autonome, plus large, qui prendrait en compte la nécessité de lier les données aux personnes et à l'intégrité des personnes? Peut-être qu'un vent de liberté nous viendrait des Alpes et qu'à ce moment-là, on pourrait réfléchir autrement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors moi, je voudrais vous remercier pour cette brillante intervention. Vous dire que, en ce qui concerne les données, depuis un certain nombre d'années où je siège dans cette maison, on a toujours tenté d'éviter la pêche au chalut. On a toujours, en tous les cas, des données et des informations. On a toujours essayé de la limiter à l'objet des textes, et notamment d'une quantité de lois antiterroristes qu'on a votées, dont on parlait tout à l'heure, et qui se sont évidemment stratifiées. On en a quand même voté beaucoup entre 2015 et 2021, voire 2022. On a voté énormément de textes, mais on a toujours été, je crois, assez prudent sur la pêche au chalut. Me semble-t-il. En ce qui concerne les données, elles concernent aussi autre chose. Elles concernent aussi l'évasion fiscale et récemment la fraude sociale, pour lequel il y a des procédures en cours, puisque on avait voté un certain nombre de dispositifs qui permettent aux agents du fisc notamment d'avoir recours aux données personnelles qui sont publiques, parce qu'en même temps on ne parle que de ça, mais on oublie aussi de dire que nous livrons nos données de plus en plus volontairement sur les réseaux. Donc après, que des gens les exploitent, ça c'est un autre degré, mais on est de moins en moins prudent et sur l'usage qu'on fait de Facebook, qui est certes peut-être un peu périmé, mais qui existe encore, et d'autres réseaux sur lesquels évidemment on expose les uns et les autres notre vie privée, et après il faut pas tellement non plus s'étonner. Enfin, en ce qui concerne votre proposition du droit au chiffrement, qui serait un droit constitutionnellement reconnu, si j'ai bien compris. Un droit fondamental. Voilà. Alors, comme on n'est pas à l'abri d'une réforme constitutionnelle, je note, et je pense que ça fera l'objet de débats. Ça peut être évidemment un vrai sujet. Bon, merci beaucoup pour cette très brillante intervention. Dominique. Oui. Juste
je reviens toujours, avant l'informatique, on mettait les gens sur écoute. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, je le revulgarise, alors pas forcément pour vous, je suis un peu bête comme garçon, j'aime bien reformuler pour être certain que j'ai compris. Je pense que personne n'a soulevé l'idée de se dire qu'il ne fallait pas respecter une loi, personne n'a soulevé l'idée de se dire qu'il ne fallait pas lutter contre des méchants. Là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est la façon de faire sur laquelle on se pose des questions depuis un moment. On ne parle pas d'informatique, on ne parle pas de chiffrement, on est dans des années où pas beaucoup d'étudiants ici ont vécu. On a un téléphone à la maison, le téléphone on ne peut pas se dépasser dans sa poche avec, ce téléphone on pouvait le mettre sur écoute. On avait des lois, on avait un code de procédure pénale, on avait toute une série de choses qui ont été faites, qui ont été pensées, qui ont été réfléchies, qui permettaient de faire de l'interception. Il n'a jamais été question de remettre ça en cause. Ce qu'on essaye de dire, ou en tout cas ce qui est important de comprendre, c'est que on ne va pas écouter tout le monde de façon préventive pour essayer d'aller attraper potentiellement quelqu'un de méchant. C'est structurant comme différence. Le chiffrement, effectivement, pose quelques soucis, ou pourrait poser quelques soucis à la police sur des investigations et autres. C'est vrai, on l'a entendu plusieurs fois. Je me permets juste de poser dans les faits que la France, via l'ANSSI entre autres, avec la police néerlandaise et un tout petit peu la police belge, mais je dis ça c'est parce que Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe et que je viens de là-bas, on a des investigations numériques sur EncreChat, EncrePhone, où on a des systèmes mafieux reconnus comme tels, qui ont mis en place des systèmes de chiffrement, qui ont essayé de contourner toutes des règles, de mettre en place des systèmes techniques pour dire on est les plus chiffrés du monde, on n'arrivera jamais à se faire avoir, on est les meilleurs. En fait, nos gendarmes arrivent à casser ce genre de choses. On a des articles de presse, on fait l'éloge de gens extrêmement compétents, qui sont certainement pas assez nombreux au vu du travail qu'il y a à faire, oui, mais en fait, on a des alternatives à dire on va mettre une porte dérobée sur du chiffrement pour essayer de résoudre nos enquêtes. On est capable de le faire. Et l'actualité, quand je vous parle, on en a encore une il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, ça se fait. C'est des enquêtes, elles sont plus longues, elles nécessitent des moyens humains, elles nécessitent de l'enquête, elles nécessitent de faire son travail d'investigation, d'avoir les moyens de le faire, mais c'est possible, ça existe. Encore une fois, d'un point de vue informatique, on n'a pas d'alternative au chiffrement pour protéger notre vie privée. Donc voilà, juste, c'est un peu long pour dire, pensez toujours comment est-ce qu'on faisait avant le numérique. On faisait déjà de l'interception, mais on n'interceptait pas tout le monde. On interceptait des gens sur base de faisceaux d'indices, dans un processus existant, avec un juge d'instruction qui valide, qui est indépendant. On a tout ce processus-là qui fait la richesse de nos démocraties. Et j'insiste, je ne vois pas pourquoi il devrait en être autrement dans le monde du numérique, en fait. On transpose quelque chose. Chaque fois que vous entendez le mot cyber, en fait, cyber, ça veut juste dire qu'on fait ce qu'on faisait déjà très bien avant sur un nouveau terrain de jeu qui est du numérique. Mais on vous parle de cyberharcèlement, je suis désolé, malheureusement, avant le cyber, le harcèlement existait déjà. On vous parle de cyber ce que vous voulez, après le mot cyber, cette chose existait déjà, on avait déjà des lois, on avait déjà un cadre pour travailler tout ça. Il faut juste essayer de se le garder en tête. Voilà, c'est important pour moi de le dire, de le répéter encore une fois. Et dernier petit point, je m'arrêterai là-dessus. On a de connus, de documentés, de publiquement accessibles, des pays qui se disent que c'est très intéressant de capter ce que fait tous ces citoyens sur Internet, par exemple. On en a au port de l'Europe, on en a un petit peu en Afrique du Nord, on en a plus loin. Donc on a déjà des retours d'expérience de gens qui se sont dit « Tiens, en fait, vous voulez une clé de chiffrement, c'est nous qui allons vous la donner, on va en garder une copie. » On a déjà des gens qui se sont dit « Hey les gars, on va surveiller tout ce qui se passe, comme ça on pourra agir. » Donc quand on me dit, quand j'entends... Il y a d'attaque envers personne ici, c'est vraiment l'idée d'amener une réflexion. Quand on se dit qu'il faut essayer d'évaluer ce que ça pourrait apporter, de limiter un droit pour avoir un point bénéfique, effectivement, c'est très difficile à évaluer. Par contre, on n'est pas les seuls à avoir pensé à ça, et si on regarde la littérature autour de nous, en fait, on se rend compte que les pays qui en sont passés par là sont peut-être pas des pays sur lesquels on voudrait prendre exemple. Ou en tout cas, personnellement, ce n'est pas des démocraties dans lesquelles j'aurais envie de vivre. Donc, il existe déjà ailleurs des gens qui ont fait ces attaques.
On est bien d'accord, mais je ne me permettrai pas de juger. Je suis technicien, j'essaye de rester le plus neutre possible. Mais enfin voilà, il existe déjà des informations par ailleurs. Il y a déjà des gens qui ont eu ces réflexions. Et quand on parle de problèmes de chiffrement, les États-Unis, au début des années 70, on va pas dire 70, on va dire 70, se sont déjà posé ces questions sur on a un méchant programmeur qui a fait un programme qui nous empêchait de voir des emails. On a appelé ça PGP à l'époque. Enfin, je vous laisserai aller voir si le cœur vous en dit. Mais tous ces débats existent déjà par ailleurs. Et ça peut être intéressant de voir ce qui s'est dit. Pas forcément de copier, pas forcément de dire à tort, à raison, mais on se pose beaucoup de questions sur lesquelles, soit il y a déjà eu des réflexions qui se sont faites par ailleurs et on pourrait franchement s'inspirer de ce qui s'est passé, soit on a des gens qui ont pris des décisions et on voit ce que ça a donné. Et en fait, le fait de regarder autour de soi avant de prendre une décision, si on ne sait pas ce que ça va donner, ça peut être une métrique intéressante. Merci pour ces ajouts, Dominique. Bonjour, je suis Marie-Caroline Areto, je suis maître de conférence en droit public à l'Institut catholique de Paris. J'avais deux questions en fait pour Madame Zorn. La première, c'est n'y a-t-il pas finalement une contrariété dans la jurisprudence de la Cour européenne entre l'affaire que vous avez évoquée et l'arrêt de 78 justement qui autorisait la surveillance de masse. C'est un arrêt contre l'Allemagne justement qui permettait justement qui a entériné vraiment cette idée de la surveillance a priori. Et ça me permet de faire le lien avec ma deuxième question, qui est finalement la grosse difficulté, il me semble, dans ces questions. Et vous avez évoqué justement le changement de sens de la sûreté en sécurité, ou en tout cas la confusion qui est faite entre les deux. Et moi, en fait, l'analyse que j'en fais, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, c'est la difficulté, en fait, vient du fait que toutes les mesures qui sont utilisées de manière préventive, c'est-à-dire justement en essayant de vouloir éviter les attentats ou de vouloir anticiper finalement les risques, le danger, c'est une contrariété avec les droits fondamentaux qui est beaucoup plus, à mon sens, grande et qui permet justement de développer toutes ces mesures potentiellement attentatoires aux droits. Plutôt que de rester confiné, puisque comme l'a dit Monsieur Bleu à plusieurs reprises, en termes de police judiciaire, il n'y a pas de problème, de justice judiciaire, il n'y a pas de difficulté en fait à concevoir une atteinte au droit, mais c'est beaucoup plus dans la question de la prévention, et donc finalement, c'est une marotte, mais la question de la compétence du juge administratif, parce qu'en fait chez nous, c'est comme ça que ça se traduit en tout cas, le fait que depuis 2000, le juge administratif devient en fait finalement le juge de droit commun des droits fondamentaux. Voilà, pardon, j'ai été un peu longue. Merci de votre question. Alors, effectivement, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on a toute une série d'arrêts, et celui que vous évoquez, j'ai perdu son nom, mais enfin bon, on le connaît, qui était rendu en grande chambre, alors que là on est sur un arrêt qui est rendu en section, je crois 3e section, donc ça n'a pas le même niveau d'importance. Mais il est récent. Il prend en compte la réflexion autour du chiffrement, de Telegram, de la position, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le corps de cet arrêt, on a aussi toutes les références aux jurisprudences relatives à la surveillance de masse, et on voit en fait la manière dont les juges de Strasbourg se positionnent au fur et à mesure, et notamment il y avait des arrêts intéressants sur le chiffrement en Turquie. Et c'est là qu'on voit que, à l'époque, les juges avaient décidé qu'il y avait effectivement une volonté de nuire à la sécurité publique qui transparaissait dans l'usage d'outils qui étaient spécifiquement dédiés aux discussions qui passaient sous les radars. Voilà. Et ça, c'est un élément important dans la réflexion, parce que là, avec l'arrêt Podchasov, c'est Telegram et c'est grand public. Et donc, il y a une distinction qui est faite entre ces outils que l'on peut qui sont spécialement dédiés, en fait, c'est aussi le cas d'Encrypt, et donc ces outils où les forces de l'ordre voient bien qu'ils sont spécifiquement dédiés à les contourner,
de l'utilisation des outils grand public. Et ce que je veux dire, c'est que par rapport à ces arrêts sur la surveillance de masse, à l'époque où effectivement ça passait plus par c'était des surveillances téléphoniques, je crois, on n'avait pas cette finesse d'analyse en fait, parce que les outils numériques n'étaient pas suffisamment développés pour avoir des différences de finalité. C'était la communication, elle était assez basique finalement. Et donc là, il y avait la logique du juge était d'accepter la surveillance de masse parce que c'était des communications téléphoniques, mais aujourd'hui on l'appellerait pas surveillance de masse. Je pense que vraiment aujourd'hui, ce seraient des interceptions judiciaires classiques, parce qu'il n'y avait pas la même masse. On parle de masse, mais la masse à surveiller n'était pas du tout la même. Et donc aujourd'hui, ce serait quasiment une opération chirurgicale, quoi. Donc c'est pour ça que je pense que sur le principe, vous avez raison. En cet arrêt de 78, je suis persuadée que le nom nous reviendra avant la fin. Acter la possibilité d'avoir des surveillances de masse, et au fur et à mesure de l'évolution des technologies, le juge de Strasbourg, je le répète parce que c'est le juge de la CEDH, a affiné aussi et a distingué les outils qui sont spécifiques des outils grand public en n'ayant pas finalement le même niveau d'exigence. Et donc là, quand on touche à des outils grand public comme Telegram, la CEDH demande à ce que la loi soit particulièrement précise, alors que finalement, on le voyait bien dans les arrêts qui concernaient, les décisions qui concernaient la Turquie, c'était beaucoup plus souple parce que visiblement, c'était fait pour contourner les forces de l'ordre à un moment où il y avait des tentatives de putsch. Voilà. On peut le discuter, mais pour parler de leur raisonnement, c'est ça. Oui, Madame Areto, je voudrais vraiment vous remercier d'abord de votre présence et ensuite d'avoir associé vos étudiants. C'est une initiative formidable. J'espère qu'ils profiteront de cette matinée. Ça, c'est pour le petit chapeau et en tous les cas, merci à vous. C'est vraiment une très très bonne initiative, cette maison, et aussi celle des étudiants, d'autant qu'ils sont voisins. La deuxième chose, c'est le juge administratif. Nous avons ce débat très régulièrement dans la maison, et le juge administratif est aussi le juge des libertés. Il n'est pas plus ou moins le juge des libertés que le juge judiciaire. C'est un débat qu'on a régulièrement. En tous les cas, c'est vrai qu'il l'est tout autant. En tous les cas, pas plus, mais les procédures sont telles que c'est à lui que revient maintenant un certain nombre de dispositifs. Et enfin, sur les mesures qui sont votées. Très souvent, c'est dans un contexte particulier. On a souvent un attentat, une loi. Dieu merci, on a beaucoup moins d'attentats, mais on a eu entre 2015 et 2020 un certain nombre de dispositifs et de textes qui venaient immédiatement en réaction à un attentat ou à un cas particulier. Et le deuxième point, c'est que très souvent, les mesures qui sont proposées le sont à la demande des services, qui, eux, ont un trou dans la raquette et dans le dispositif de poursuite. Et donc, souvent, on rustine parce qu'à un moment ou à un autre d'une enquête, parce qu'à un moment ou à un autre d'une procédure, il s'est avéré qu'il manquait un maillon au dispositif légal. Donc, de toute façon, tout ça est fait sous le contrôle, 1, de la CNIL et 2, du Conseil constitutionnel, qui ne demande pas une occasion de retoquer des dispositifs qui seraient pas au carré, vous le savez très bien. Voilà. Après, on remet sur le tapis ces dispositifs, ça ne fonctionne pas toujours, mais le législateur peut être aussi sanctionné, et le Conseil constitutionnel est quand même très vigilant sur ces sujets, il faut quand même le rappeler. Il y avait une autre question, je crois, pour Madame Zorn. Vous m'entendez? Ouais, ok. J'avais une question. Comment est-ce que vous garantissez que quand vous votez pour une loi avec un périmètre défini, donc par exemple la pédophilie ou le terrorisme, notamment là pour le chiffrement. Tout à l'heure, Monsieur Bleu exprimait qu'on n'était pas capable de garantir qu'au moment où on installe une backdoor, une porte dérobée dans un système, on n'était pas capable de la sécuriser par la suite. Si, imaginons, on en était capable à un moment donné, comment est-ce qu'on serait capable de garantir au niveau législatif que le périmètre défini initialement pour le terrorisme et puis la pédophilie resterait et ne serait pas un jour élargi sur de la fiscalité, sur de la fraude fiscale, de la fraude sociale ou plus loin que ça encore. Voilà. Merci beaucoup. Ah bah vous pouvez pas. Voilà. Non, c'est-à-dire, on va essayer de prendre une porte ouverte reste une porte ouverte.
Donc, de toute manière, on va faire l'analogie avec une perquisition dans un appartement. Si vous arrivez pour saisir des images pédopornographiques et que vous trouvez des sacs de cocaïne, croyez bien qu'il y a une enquête qui sera ouverte. Voilà. Donc, certes, l'acte de départ sera plus le même que l'acte judiciaire à l'arrivée, mais voilà. Donc, on ne peut pas techniquement, a priori, déterminer la finalité en fait de l'interception. C'est pas possible. On le fera a posteriori. C'est-à-dire, c'est comme quand dans un procès, certains éléments sont mis de côté ou pas utilisés parce que les actes d'enquête n'ont pas été conformes. Donc voilà, ça va être considéré comme vice de procédure, on va le mettre de côté. Mais de fait, là, avec Chat Control par exemple, vous avez, dans l'idée, puisque c'est pas voté, mais à chaque fois on se rapproche quand même du moment où ça va arriver, pour Chat Control, le but est effectivement de parvenir à intercepter des images pédopornographiques. On sait qu'il y a des faux positifs. On sait que voilà, il y a un certain nombre d'experts qui ont dit attention, il y aura des faux positifs, donc il y aura des images privées, débats entre adultes consentants, qui seront interceptés par les forces de l'ordre. Ils seront interceptés, basta. Donc effectivement, de fait, il y a certaines photos intimes ou vidéos intimes qui ne rentreront pas dans le champ de ce pourquoi a été voté Chat Control et qui pourtant, matériellement, factuellement, seront interceptées. Parce que c'est des faux positifs. Donc on peut se dire, au vu de l'objectif recherché, tant pis. Voilà. Mais la réalité, c'est est-ce que ces faux, et je digresse un tout petit peu, est-ce que ces faux positifs ne vont pas être trop encombrants, ne vont pas trop occuper pour rien les forces de l'ordre? Ça, c'est encore un effet de bord qui, à mon avis, peut largement compliquer l'objectif de départ. Oui, Thomas. Oui, je vais juste apporter une double réponse à votre question. Il y a un premier sujet qui est est-ce que quand on prévoit un dispositif pour une finalité X, ça va pas un peu se transformer? Donc on parle, imaginons évidemment, alors j'ai un exemple en tête, le fichier national des empreintes génétiques. À l'origine, il a été créé pour lutter contre les crimes les plus graves, les crimes sexuels, et on voit que au fil du temps, les évolutions législatives ont fait que maintenant le seuil entre guillemets d'infraction pour que vos données soient prélevées et mises dans ce fichier est en train de s'abaisser. Alors on a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, mais bon, en tous les cas, on voit bien qu'il y a une dérive juridique qui peut, c'est quelque chose exceptionnel pour lutter contre le terrorisme, et arriver là, de plus en plus d'infractions sont couvertes. Ça, c'est un premier risque, mais après, c'est au Parlement de mettre une barrière au moment où il l'estime nécessaire. Et il y a une deuxième modalité de réponse, c'est quand même, et là je prêche un tout petit peu pour ma paroisse, c'est le rôle des autorités administratives indépendantes. Sur le contrôle, par exemple, des fichiers qui sont mis en œuvre sur la base des données collectées, la CNIL a un rôle à jouer. Elle peut contrôler sur place la réalité des traitements et donc des données collectées par les autorités de police. On a une exception à notre pouvoir de contrôle, la CNIL, c'est les traitements qui relèvent du titre 4 de la loi, peu importe, c'est par les activités de renseignement, où là, le législateur a dit que le pouvoir réglementaire pouvait dire, tel traitement, il est tellement sensible parce qu'il est mis en œuvre par la DGSE, la DGSI, que la CNIL ne pourra pas contrôler. Et dernier élément, on voit bien que tout ça tous ces dispositifs dérogatoires sont mis en œuvre, notamment pour l'activité de renseignement, notamment à des fins de lutte contre le terrorisme. Il y a une autorité administrative qui s'appelle la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui doit rendre un avis sur chaque autorisation du Premier ministre pour que la DGE, la DGSI puissent accéder à des données, et qui peut faire des contrôles sur place aussi, pour voir si ces services de renseignement, quand ils accèdent à telle donnée pour prévenir tel attentat, n'est pas en train de collecter des données sur la vie privée, sexuelle, etc., d'un certain nombre de personnes notamment. Donc on a quand même des garanties, notamment par rapport au contrôle des autorités administratives indépendantes. On va prendre une dernière question. Merci beaucoup. Je commence déjà à prendre un peu de hauteur en repartant de votre citation concernant Monsieur Monori. En fait, un peu avant, il y avait Laurent Fabius qui avait mis en place l'informatique pour tous et qui, du coup, replaçait le rôle de l'État dans l'informatisation de la société, avec avant aussi la télématique, avec tout ce qui était Internet, etc., Minitel, etc. Alors,
Je sais que je suis en train de déterrer c'est de l'archéologie dans l'informatique, mais c'est important pour rappeler que à une certaine époque, il y avait une idée de centralisation de l'information et du traitement de l'information, et que j'ai l'impression qu'on s'en éloigne de plus en plus avec une forme d'opposition entre la protection de la propriété privée de l'entreprise, en tout cas de ses intérêts économiques, et la protection de l'individu et de sa protection de sa vie privée. Et en fait, je pense, la question que je me pose, c'est que est-ce que finalement, pour protéger l'intérêt général, est-ce qu'il faut attenter à la protection des individus ou à celle des entreprises? Et je vois bien qu'à travers cette question, il y a aussi la question d'adapter la cible aux moyens disponibles par l'État. Voilà. Donc, comme venait de le dire Monsieur Thomas Dothieu concernant le fait que la protection de la vie privée commençait à être de plus en plus atteinte, j'ai l'impression qu'on choisit la cible des individus faute de moyens de l'État de pouvoir agir sur les faits, et donc est-ce que c'est pas là l'essentiel du problème? Je sais pas, j'espère que j'ai été assez clair, mais c'est un sujet un peu. Oui, je vois vos sourcils français, Madame la sénatrice. Oui, j'ai pas très bien compris la différence entre ce que vous faites avec l'État qui pourrait pas poursuivre les faits, qui poursuit les individus. Je vois pas la différence que. Ce que je dis, c'est que tout à l'heure, quand on parlait de la paix, de l'arrêt Pulchasov, quand Telegram a répondu que mais c'est pas possible parce que sinon il faudrait accéder à toutes les données des gens, ça semblait être une réponse suffisante pour arrêter le travail dans ce sens-là, et ça signifiait que finalement le droit privé des entreprises est plus important que le droit privé de l'individu. Donc voilà, ici j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui sous-tend tout ça, qui reste un sujet humain et démocratique, mais est-ce qu'il n'y a pas un choix démocratique à faire à plus grande ampleur? Excusez-moi si ça semble voler un peu. C'est un peu compliqué peut-être. Merci. Vous pointez quelque chose un fondement en fait de notre discussion. Il est vrai que les conditions générales d'utilisation des grands acteurs du numérique ont dans nos vies de tous les jours quasiment remplacé en fait le droit. Voilà. C'est-à-dire que ce soit les âges limites comme la définition de la morale, ce sont les plateformes qui l'imposent, et ça devient la loi des partis, et donc ça devient quasiment l'ordre public. Alors que on est confronté là à un moment de l'histoire où c'est vraiment le cadre juridique qui reprend la main, et c'est un peu ce que les commentateurs dans l'affaire Telegram ont remarqué, c'est que le droit reprenait la main. On n'était plus simplement sur la loi des partis, sur les conditions générales d'utilisation. Donc c'est intéressant, mais il n'en reste pas moins que dans la mesure de la surveillance dont vous parliez, il y a dans la balance le fait de se dire, si on est pertinent, pointu, si on individualise une mesure de surveillance, c'est protecteur d'un point de vue global des libertés individuelles, c'est protecteur de la vie privée de la communauté, mais il y a un individu qu'on va cibler pour des raisons précises. Ça coûte cher. Et de l'autre côté, vous pouvez vous dire, nous n'avons plus les moyens d'individualiser autant, en tout cas on ne se les donne plus, et donc notre priorité va être d'utiliser des budgets ailleurs, et en conséquence de quoi on va essayer de trouver des solutions qui font qu'on va faire une surveillance globale. Là où est l'erreur, c'est qu'on imagine que cette surveillance globale, elle va être efficiente économiquement. Alors qu'on parlait tout à l'heure de ce que peuvent représenter des faux positifs dans une surveillance de masse, qui encombre finalement les services police-justice, parce qu'on parlait aussi on pourrait en parler de cet effet rebond, c'est-à-dire que les gens,
un moment, il va y avoir deux catégories de la population. Il va y avoir une catégorie qui a une éducation au numérique et qui va parfaitement savoir comment contourner ça. Et de l'autre côté, il va y avoir des gens qui disent « Oui, bon, j'ai rien à me reprocher. » Sauf qu'on l'a dit pour commencer, nous avons tous et toutes quelque chose à nous reprocher. Et si c'est pas maintenant, c'est bientôt. Mais bon, voilà. Donc effectivement, je pense que c'est cette balance que vous évoquiez entre la surveillance collective et la surveillance individuelle. Et l'idée de se dire, il y a des moyens à mettre pour l'une et l'autre. C'est pas du tout les mêmes moyens. Et en définitive, moi, je pense que c'est pas simplement un arbitrage politique et technique qu'on a à faire et financier. C'est une analyse d'impact réel, et on n'en fait jamais, parce qu'il risque d'avoir des surprises sur l'utilisation de la technologie pour parvenir à des fins qui sont tout à fait louables. La lutte contre la maltraitance ou les violences de toutes sortes, c'est parfaitement louable. La question, c'est comment est-ce qu'on y parvient? Quels moyens on met? Je ne suis pas sûre que la surveillance de masse, ce soit une bonne technique, moralement, éthiquement et économiquement.